Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Retrouvez plus d'infos et le petit court-métrage en fin de vidéo. En mai 1963, le programme Mercury s'apprête à se conclure sur une dernière mission habitée. L'heure est désormais au vol plus complexe, plus long et à plusieurs, avec le futur programme Gemini. Ce dernier vol solo américain de l'histoire, Mercury Atlas 9, est donc le point final des premiers balbutiements du spatial habité occidental. Aujourd'hui, nous revenons sur MA9 et son astronaute, Gordon Cooper. Après le vol quasi parfait de Wally Schirra sur Mercury Atlas 8, deux camps s'affrontent à la NASA sur la fin de ce premier programme spatial habité américain. D'un côté, il serait bon pour l'opinion publique de s'arrêter sur cette victoire et ne pas prendre le risque que le prochain et dernier vol soit une catastrophe. De l'autre, on pense qu'il serait bon d'accomplir un vol de plus de 24 heures, ce que les soviétiques ont non seulement réussi mais semblent désormais maîtriser. En 1959, parmi les objectifs initiaux du programme, on prévoyait de réaliser un vol d'au moins 18 orbites. Or, jusque-là, aucune mission Mercury n'avait dépassé les 6 orbites. En novembre 1962, décision est prise de tenter une dernière mission d'au moins 22 orbites, soit 34 heures de vol. Évidemment, cela ne permettrait pas de dépasser le record soviétique de Vostok 3 et ses 64 orbites, mais le programme Gemini approchant, l'unique mission de Mercury Atlas 9 sera de conclure le dernier objectif restant de Mercury. Le dernier Américain à voler seul dans l'espace sera donc Gordon Cooper, avec Alan Shepard en astronaute de remplacement. Surnommé Gordo, il a, comme Wally Schirra, suivi les traces de son père. Gordon Senior a servi durant les deux grandes guerres, d'abord dans la Navy, puis dans l'US Air Force. Junior, dès l'obtention de son diplôme d'études, cherche directement à s'engager comme son père. Après quelques années dans les Marines puis comme pilote de l'Air Force basé en Allemagne, il obtient un diplôme en ingénierie aérospatiale à l'Institut de technologie de l'Air Force, où il se lie d'amitié avec Gus Grissom, lui aussi futur astronaute. Il devient ensuite pilote d'essai et gère des programmes d'avions expérimentaux sur la base d'Edwards, notamment sur des F-106B. Mais ce qu'on retiendra le plus de lui, c'est un mensonge. Lorsqu'il postule comme astronaute dans le cadre du programme Mercury, il sait que sur le plan familial, il se doit d'avoir une famille unie. Or, depuis quelques mois, sa femme Trudy et lui sont séparés. Lui, comme sa femme, savent que cela peut clairement lui porter préjudice pour sa carrière, et ils décident, ensemble, de cacher leur séparation et de revivre ensemble, du moins en apparence. Une illusion qui fonctionnera et lui permettra, comme ses collègues astronautes, de représenter la famille et le rêve américain. Alors que le vol approche, la plupart des ingénieurs en charge de la capsule ont déjà quitté le programme en faveur des préparations de Gemini et Apollo. En mai 1963, la mission Gemini 1, premier test de la nouvelle capsule américaine, s'apprête à s'élancer de Floride. Cela ne veut pas dire pour autant que le vol de Cooper ne sera pas pris au sérieux. Le lanceur Atlas n'est toujours pas considéré comme pleinement fiable et les deux lancements précédents de l'Air Force se sont soldés par des échecs pour des causes difficilement identifiables. Le booster Atlas 130D, celui en charge de placer Cooper en orbite, échoue à passer l'inspection de sécurité et doit subir des modifications. Dans la presse, on commence à trouver étrange que l'astronaute ne fasse aucun commentaire sur les ennuis de son lanceur au fil des semaines. Il finit par rompre le silence, expliquant n'en savoir que peu sur les récents échecs de l'Atlas, mais apportant toutes les informations sur son vol à venir. Il décrit Mercury Atlas 9 comme un vol cinématique, puisque la capsule sera dotée d'un système de télévision à balayage lent,
permettant de transmettre en direct à la Terre une image toutes les 2 secondes d'une résolution de 320 lignes. Ce n'est pas une première transmission d'image directe d'un astronaute depuis l'espace, puisqu'un système similaire avait notamment équipé la capsule de Yuri Gagarin en 1961. En dehors de ça, la capsule 20 qu'il va piloter reçoit 183 améliorations comparées à celle de Chira pour mener à bien le vol de longue durée. Gordon Cooper, après de longues hésitations, baptise son vaisseau Faith 7 pour représenter la foi qu'il a en la capsule et le lanceur qui lui permettront de conclure ce programme. Sauf qu'à la NASA, ce nom inquiète. Si un malheur devait arriver, ou si la capsule coulait en mer comme lors de la mission de Grissom, les journalistes pourraient alors titrer « United States Lost Faith » en français, « Les États-Unis ont perdu la foi ». Le 14 mai, Cooper s'installe dans Faith 7 et y découvre une petite surprise. Une ventouse de toilette est présente dans la capsule avec l'inscription « Remove before launch ». Cette blague d'Alan Shepard est une référence directe au système de collecte d'urine du vaisseau de Cooper, une technologie dont aurait bien eu besoin Shepard. Comme spécifié sur la ventouse, l'objet sera retiré avant la fermeture de la porte, mais le décollage semble compromis. Le radar primaire de la station des Bermudes a un problème technique qui nécessite quelques réparations. Cooper ne panique pas et pique même un petit somme en attendant. Une fois le radar réparé, le compte à rebours reprend et la structure de lancement se retire. Mais un nouveau couac apparaît. Le moteur diesel de la rampe de lancement ne peut plus bouger à cause d'un injecteur défectueux. Il faudra 2 heures pour résoudre le problème et relancer le compte à rebours. Vers midi, 3 heures après l'heure prévue du lancement, la structure est enfin totalement retirée, mais à nouveau, le radar primaire des Bermudes dysfonctionne. C'en est trop, le lancement est reporté au lendemain et Cooper sort de la capsule. Serein, il passera son après-midi à la pêche, et le lendemain matin, il rejoint le pas de tir pour une seconde tentative. Depuis le report, les ingénieurs du pas de tir ont travaillé sans relâche pour s'assurer que rien n'empêcherait le lancement cette fois-ci. Pour cette deuxième tentative, tout se passe absolument à merveille, et à l'heure prévue, Gordon Cooper devient le dernier Américain à s'élancer seul à l'assaut de l'espace. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Roger, and lift off, and the clock is operating. Start the clock. Sequence 7, phase 7 on the way. Standing by to start the backup clock. Roger. 3, 2, 1, mark. Roger, and the backup clock is running. Roger, feels good, buddy. Ce dernier lancement d'une capsule Mercury est parfait, et le reste du vol s'annonce lui aussi sans encombre. Lors de la 3e orbite, Cooper largue une sphère de 15 cm proche de la capsule. Le but de l'expérience est de voir cet objet, éclairé par une balise lumineuse, qui peut être aisément observable dans le vide spatial. Malgré une certaine insistance, il lui faudra une orbite entière pour finalement l'apercevoir, et il parviendra à suivre ce petit satellite pendant plusieurs heures. Durant la 5e orbite, l'astronaute réussit également une expérience d'observation qui n'avait jusque-là jamais réussi lors des vols précédents. Il observe, depuis sa capsule, un projecteur xénon de 44 000 watts placé près de la ville de Bloemfontein, en Afrique du Sud. En revanche, comme lors de MA7, Cooper ne réussit pas à faire fonctionner l'expérience du ballon accroché à un câble. Ce ballon, gonflé à l'azote et peint en orange, refuse de se déployer et reste collé au nez de la capsule. Peu importe, le reste du vol est parfait et Cooper semble parfois même s'ennuyer, allant même jusqu'à chanter. Tout semble aller, du moins jusqu'à la 19e orbite où la tension va soudainement monter. D'abord, un indicateur affiche qu'il subit une accélération de 0,05 g, pouvant faire croire à une potentielle rentrée atmosphérique non prévue. L'astronaute comprend vite que c'est une donnée erronée, puisque dans la capsule,
des objets flottent et ne subissent aucune accélération. Par contre, la situation se complique encore à l'orbite suivante, quand tous les indicateurs d'attitude de la capsule cessent de fonctionner. Cooper doit alors utiliser des points de repère visuels comme les étoiles ou la Terre pour garder un contrôle précis de son vaisseau. Enfin, 90 minutes plus tard, c'est l'alimentation électrique des systèmes de stabilisation automatique qui lâche. Mais l'astronaute, entraîné, reste calme et alors que la 22e et dernière orbite arrive, il devient clair que Cooper va devoir effectuer la poussée de décélération et la rentrée en manuel. Avec l'aide de John Glenn au sol, qui lui donne le top à chaque allumage de rétrofusée, l'astronaute effectue une manœuvre parfaite et amérit à seulement 6,5 km du navire de récupération. Il va très bien, quoique un peu déshydraté, et en hypotension. Après 34 heures, 19 minutes et 49 secondes de vol, Gordo Cooper devient l'Américain ayant réalisé le plus long vol jusqu'alors. Après ce véritable exploit, il est encore débattu de lancer une dernière mission spatiale, Mercury Atlas 10, avec Alan Shepard à son bord. La capsule, modifiée pour une mission de 3 jours, est prête, mais finalement, elle ne volera jamais. À l'été 1963, il est annoncé officiellement que MA10 est annulé au profit des programmes Gemini et Apollo. Le programme Mercury se termine donc sur un succès retentissant et encourageant pour la suite. La capsule Mercury et ses lanceurs sont abandonnés au profit du vaisseau Gemini à 2 places, capable d'une plus grande autonomie avec un lanceur plus puissant, le Titan II, lui aussi utilisé à l'origine comme missile balistique intercontinental. De nouveaux astronautes, recrutés en 1962, sont entraînés pour des rendez-vous, des sorties spatiales et plusieurs autres nouveaux objectifs qui permettront, à terme, de lancer le programme suivant, Apollo, à destination de la Lune. Aujourd'hui, plus aucun membre des Mercury 7 n'est encore vivant. Du programme Mercury subsistent principalement les capsules et les images de ce temps où le spatial était extrêmement difficile à atteindre et rempli de mystères. À Cape Canaveral, en 2010, le Mercury Control Center, qui avait permis de suivre toutes les premières missions habitées américaines, est classé monument historique et détruit car trop coûteux à restaurer. Aujourd'hui en Floride, le plus grand témoin de l'époque, lui aussi en danger de disparition, est sans aucun doute le hangar S, où étaient préparées les capsules mais aussi les astronautes de Mercury avant leur départ. Reconverti par la suite pour servir au programme Gemini, Apollo et même navette spatiale, il est à l'abandon depuis 2011 et lui aussi voué à la destruction. Il est le seul témoin encore en place d'un programme ambitieux et périlleux qui aura planté les bases de ce qui aura été une course à l'espace et qui est aujourd'hui ce qu'on appelle l'exploration spatiale.
J'espère que cette série sur le programme Mercury vous aura plu, même si cette fin a mis du temps à apparaître sur la chaîne, parce que entre-temps j'ai pris un peu de vacances. Dans tous les cas, si ça vous a plu, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous, et vraiment essayez de soutenir la chaîne par tous les moyens qui se trouvent dans la description. Un merci tout particulier à Lucas Viglietti de l'association Swiss Apollo pour l'aide historique concernant Walid Shira, et je vous invite à suivre de près leurs événements, c'est dans la description, ils vous donneront l'occasion de rencontrer des personnes incroyables, dont des astronautes d'Apollo encore vivants lors de leur passage en Europe. Merci à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo, il vous propose toujours une réduc excellente et un mois gratuit sur nordvpn.com/stardust, et ça aussi, ça permet de soutenir votre serviteur. Déploiement du bras. « 700 mètres. En plein dans le mille, très bon pilotage, Hawk. Mais l'OMS pleine puissance, enclenche la séquence. Prêt pour allumage, dernière propulsion à 3, 2, 1. L'OMS est à fond pour tenter de s'arracher. Il y a beaucoup de vibrations. La pousser avec l'OMS ne sert à rien. L'Odyssée, les télémesures font état de trop fortes contraintes sur la structure. Arrêtez les moteurs. Arrêt des moteurs. Allumage radar. Ok les gars, on va essayer de réparer la sonde même si on n'a pas de VPN. Soyez prudents. Pete, ici Truman. Ouais, Ça va? Tout se passe bien là-haut? très bien. Vous savez qu'on surveille votre rythme cardiaque. Vous me feriez très plaisir si vous vous calmiez un tout petit peu. Vous voulez bien essayer? D'accord. Bon, on a tout le temps, mon vieux. Ne vous inquiétez pas. Toujours pas verrouillé. Ça se présente pas mal. C'est bon, c'est gagné. Allez-y, Atlantis. Bien reçu, Houston. Dites-nous quand on pourra. Commencez à ramener Pete. La liaison est bonne. Un homme est touché. Un homme est touché. L'horreur répondez.